Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking et dans cette vidéo je vais vous présenter une carte mère toute petite, toute choupie, la Asus ROG Crosshair 8 Impact, une carte mère qui est donc essentiellement destinée aux overclockers et à l'applicatif vu qu'on est sur un CPU AMD Ryzen, dans un format assez atypique puisqu'il s'agit du Mini DTX. Cette carte mère est donc une référence haut de gamme de chez Asus, destinée à l'overclocking et plus particulièrement à l'overclocking mémoire. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous pourrez la retrouver facilement chez des overclockers comme Wizerty par exemple. Basé sur le socket AM4 et le chipset AMD X570, nous pourrons placer sur cette carte mère haut de gamme des gros processeurs comme le AMD Ryzen 9 3950X, un processeur doté de 16 cœurs et 32 threads, donc c'est du costaud. Ce chipset X570 apporte également plusieurs nouveautés comme la norme PCI Express 4 qui apporte des débits plus importants au niveau des cartes graphiques, bien que pour l'instant l'impact ne se ressent pas, mais nous voyons clairement un avantage au niveau des SSD qui exploitent cette nouvelle interface. Malheureusement, si on mélange tout ça, le chipset AMD X570 qui est très cher comparativement à d'autres chipsets, plus une carte mère haut de gamme de chez Asus pour l'overclocking, eh bien on arrive à 400 € sur la marketplace Amazon ou 440 € sur LDLC. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Bien sûr, nous avons du Wi-Fi 6 802.11 AX permettant des débits théoriques de 2,4 Gbps par seconde contre 1,7 sur la génération précédente. Et bien sûr, nous avons aussi de l'USB 3.2 à foison. Dans cette vidéo, on va tester cette carte mère d'un point de vue overclocking, c'est-à-dire qu'on va la passer sous Firestrike dans 3 états différents. Premièrement, avec les paramètres à stock, on va donc regarder le score qu'on obtient sous Firestrike, la tension et la température du processeur. Ensuite, on va utiliser la fonction d'overclocking automatique et on va repasser le Firestrike pour regarder le score obtenu, la tension et la température. Et enfin, on va la passer avec nos paramètres manuels dédiés à notre test VRM et on va repasser encore une fois le Firestrike pour voir si on arrive à gagner en performance sans augmenter les températures du processeur. Bien sûr, on va également tester les VRM pour voir si elles sont bien refroidies, mais on va aussi regarder sa configuration. Je vous rappelle que les étages d'alimentation, donc les VRM, est un aspect très important. Si vous ne savez plus pourquoi, je vous invite à regarder notre vidéo dédiée aux VRM par ici. Pour ces tests, nous allons utiliser notre processeur AMD Ryzen 9 3900X refroidi via un IO Be Quiet Silent Loop 240 mm. Mais avant d'aller plus loin, revenons un petit peu sur le format de cette carte mère. Située entre le Micro ATX et le Mini ITX, avec des dimensions de 203 x 170 mm, cette carte mère est quand même relativement compacte et ira très bien dans des configurations compactes. Faisons maintenant rapidement le tour du packaging. La boîte reprend le design de la gamme ROG avec des tons noirs et quelques touches de rouge. Sur l'avant, aucune photo de la carte, mais seulement les références et caractéristiques principales. C'est sur l'arrière que se trouve le détail sur la connectique de la carte et ses fonctionnalités principales. Au niveau du bundle, nous retrouvons le CD des drivers et logiciels, le manuel d'utilisateur, un certificat, 4 câbles SATA, la visserie pour les SSD au format M2, un coupon de réduction CableMod, des autocollants Asus ROG, une antenne Wi-Fi forcément, un câble d'extension 80 cm pour RGB, un câble d'extension pour RGB adressable, des sous-verts Asus ROG et bien sûr le ROG SODIMM 2 avec dissipateur thermique pour l'installation de vos SSD. Visuellement, la carte mère est très travaillée, son format atypique la rend visuellement intéressante. Nous pourrons voir sur la gauche l'imposant système de refroidissement. Sur le bas, la carte son est amovible. Seuls 2 slots DIMM sont présents pour la RAM, mais pas de panique, cet Impact est compatible avec la technologie DC DIMM, une technologie non standard permettant de créer des modules de RAM doubles, comme le kit ZADAC Shield DC RGB que nous avions testé il y a quelques semaines sur cette carte mère. Nous trouvons donc le fameux ventilateur au niveau du chipset. Notez que celui-ci se trouve ici sur la gauche de la carte et non sur la partie inférieure droite, comme on trouve habituellement.
L'éclairage RGB est présent, mais d'une manière très contenue. Nous avons une série de LED parcourant la hauteur de la carte sur le côté droit, sur l'arrière du PCB. Nous retrouvons aussi la mention Republic of Gamers RGB sur la carte d'extension des slots pour SSD M2. Le dos de la carte mère présente une imposante backplate qui va rigidifier la carte dans un premier temps, mais va aussi participer au refroidissement des composants via le caloduc intégré. Cette carte mère étant très appréciée des overclockers, Asus s'est joué le jeu et en faire une bonne carte mère pour cet usage, avec notamment un bouton start directement sur la carte. Plus besoin de connecter un bouton poussoir ou de faire contact à la barbare avec un tournevis comme je le fais un peu trop souvent. L'alimentation EPS 8 pins et l'alimentation 24 pins de la carte mère se situent sur la droite l'un au-dessus de l'autre, facilitant ainsi le câble management dans les boîtiers exigus. Seuls 4 ports SATA sont présents, 2 seront placés à 90 degrés, tandis que les 2 autres sont placés verticalement. En plus de l'unique slot PCI Express en 16X, nous retrouvons un slot SODIMM 2. Celui-ci permet de connecter une carte d'extension qui va accueillir 2 emplacements pour SSD au format M2. Sur la connectique arrière, nous trouvons une entrée optique, les 3 entrées jack qui sont illuminées, un bouton clair CMOS, un bouton USB BIOS flashback, les ports Wi-Fi, le Q-code LED, le bouton reset, 2 ports USB 3.2 de première génération allant jusqu'à 5 Gb par seconde, 6 ports USB 3.2 génération 2 allant jusqu'à 10 Gb par seconde, et enfin un port RJ45. En termes de refroidissement, Asus équipe cette carte mère d'un imposant dissipateur thermique pour refroidir les MOSFET des VRM, et nous avons dans le cache de la connectique arrière 2 ventilateurs qui vont aider au refroidissement. Notez que ce même dissipateur thermique se charge également du refroidissement du chipset qui se trouve à ce niveau-là. Sur la carte, 4 sondes thermiques sont placées. Nous avons un header pour connecter une pompe pour water cooling et 2 headers 4 pins PWM DC avec détection automatique. Nous avons aussi un header qui va permettre de surveiller la température de l'eau et le débit directement dans la suite logicielle Asus. Notez que la carte d'extension qui permet de connecter les 2 SSD M2 dispose elle aussi de 2 headers 4 pins pour y connecter des ventilateurs, tout en faisant office de dissipateur thermique pour les SSD M2. Passons maintenant à du plus concret et passons au benchmark. Les cartes mères Asus, comme n'importe quelle autre marque de carte mère, proposent toutes un overclocking automatique. Ici, c'est la fonction 5-way optimization, avec mon superbe accent anglais, plutôt que la fonction AI overclocking, puisque cette dernière fonctionnalité d'intelligence artificielle pour l'overclocking automatique n'est disponible pour l'instant que sur le chipset Intel Z390, comme on a pu le voir sur nos derniers tests sur ce chipset. Bref, ce système d'overclocking automatique va simplement analyser le système afin de trouver le meilleur compromis entre fréquence et voltage. Concrètement, ici, cela nous a overclocké notre processeur à une fréquence de 4,175 GHz. Avec nos paramètres manuels, nous avons un ratio fixé à 42, soit 4,2 GHz, et cela avec une tension à 1,383 relevée au multimètre à l'arrière du socket. Je rappelle que ces paramètres manuels qui ont été introduits avec notre test spécial VRM ne sont pas là pour rien et ils servent vraiment à unifier chaque carte mère. En effet, c'est pas parce qu'on va mettre du 1,37 V dans le BIOS qu'on aura effectivement du 1,37 V. Il peut y avoir des différences plus ou moins grandes selon les marques et références des produits. C'est pour cela que nous recherchons à nous rapprocher le plus possible de 1,382 V au multimètre relevé directement à l'arrière du socket. Ici, nous avons obtenu 1,383, c'est donc parfaitement acceptable. Avec les paramètres par défaut, donc la carte mère à stock, nous obtenons 29 639 points en Physics Score sous Firestrike. En appliquant nos paramètres personnalisés, nous passons à 30 239 points. Avec l'OC automatique, nous avons 29 819 points. Cet overclocking fixe la fréquence du processeur à 4,175 GHz, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais notez que l'overclocking automatique de la MSI qu'on voit dans ce graphique avait augmenté la fréquence du CPU à 4,35 GHz en augmentant considérablement le voltage. Pour parler des tensions, nous mesurons 1,276 V en charge avec les paramètres par défaut. Avec l'overclocking automatique, nous passons à 1,282
86 volts en charge. Pour les paramètres manuels, notre objectif était de nous rapprocher des 1,382 volts en charge et nous avons atteint les 1,383 volts. Encore une fois, je l'ai précisé déjà tout à l'heure. Pour atteindre cette valeur, nous avons rentré dans le BIOS 1,36875 volts et nous avons placé le LLC au niveau 3. Quant aux températures, à stock nous obtenons 74 degrés et 75 degrés avec nos paramètres manuels. Enfin, nous atteignons 70,1 degrés avec l'overclocking automatique. On peut déjà constater que nos paramètres manuels nous permettent de gagner en performance sans trop augmenter les températures du CPU puisqu'on a gagné seulement 1 degré, malgré le fait que la tension soit plus élevée. Avec l'overclocking automatique, on peut même constater une température plus basse. Regardons maintenant de plus près les VRM, les températures, la configuration, et je sais que vous attendiez cette partie avec impatience. Ici, nous allons soumettre à rude épreuve le processeur et donc les VRM via un stress test d'1 heure sous Prime 95 afin de faire chauffer tout ça. Avant de réaliser ça, nous avons donc unifié l'ensemble des paramètres de la carte mère pour que ce soit réellement comparable avec d'autres cartes mères, d'autres marques, d'autres gammes. Mais vous connaissez déjà un petit peu ces paramètres si vous avez écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour relever les températures, nous allons utiliser 3 méthodes différentes et croiser les données. Nous relevons donc la température des VRM via le logiciel HW-Info lorsque cela est possible, puisqu'il n'y a pas toujours systématiquement une sonde pour les VRM. Ensuite, nous utilisons notre caméra thermique qui est placée à 50 cm de distance perpendiculairement à la carte mère, cela de face afin de voir la zone avec les bobines, condensateurs et dissipateurs thermiques, mais aussi de l'arrière pour voir la température sur le PCB ou ici un peu plus de la backplate. Parce que oui, du coup, la backplate recouvre un petit peu le PCB à l'arrière et c'est bien le but. Enfin, troisième méthode, nous utilisons le thermomètre laser pour relever les températures des bobines condensateurs lorsque celles-ci ne sont pas couvertes, mais également pour relever la température sur le point le plus chaud à l'arrière de la carte mère. Analysons les étages d'alimentation de cette carte mère. Alimentée en 8 pins, elle possède 8 plus 2 phases d'alimentation avec les excellents TDA 21472 de 70 A. Le contrôleur est un ASP1405i, mais selon la chaîne YouTube Actually Hardcore Overclocking, tenue par le renommé Bulldoid, le contrôleur ASP1405i serait probablement un IR35201 gérant les phases en 4 plus 2. Le système de refroidissement recouvre ici les MOSFET et les bobines. Nous y retrouvons un système avec 2 ventilateurs servant à la dissipation de la chaleur. Pour aider le dissipateur thermique, nous avons la backplate à l'arrière de la carte mère en aluminium équipée d'un caloduc qui va aider au refroidissement des MOSFET. Commençons les hostilités. Clairement, cette carte mère présente la température la moins élevée vue de face comparativement aux autres cartes mères que nous avons testées. Nous avons une valeur relevée de 55,7 degrés. En revanche, il faut bien prendre en considération que les dissipateurs thermiques de cette carte recouvrent une grosse partie du PCB et que les bobines et condensateurs sont quasiment entièrement recouverts. Nous voyons donc essentiellement la température de l'imposant dissipateur thermique. Rassurez-vous, comme vous allez le voir plus loin, même sous HW-Info, nous avons la meilleure température VRM relevée. Si l'on passe sur l'arrière de la carte mère, ici aussi nous avons une importante backplate qui est de refroidissement. Par conséquent, nous ne voyons pas tout le PCB et à nouveau nos appareils de mesure relèvent les meilleures températures avec 57,4 degrés via le thermomètre laser et 56,9 degrés via la caméra thermique. Le logiciel HW-Info relève donc 55 degrés et nous avons 53,1 degrés relevés via le thermomètre laser sur un condensateur. Encore une fois, les meilleures températures que nous ayons relevées. Comme nous le voyons sur ces images thermiques, les dissipateurs thermiques sont très efficaces et la chaleur est particulièrement bien répartie. En effet, que ce soit de face ou de dos, nous ne dépassons pas les 60 degrés, ce qui est évidemment tout à fait excellent. Puisque cette carte mère est très orientée overclocking et particulièrement pour l'OC mémoire, il faut bien faire un petit aparté sur cette partie. Mais pour cela, je vous invite à regarder la vidéo de Wizerty, juste ici, qui va overclocker un kit mémoire G-Skill Trident Z Neo de 3600 MHz XMP à une fréquence de 4800 MHz, ce qui est quand même un gain tout à fait énorme. Pour conclure le test de cette carte mère, nous en sommes très satisfaits d'un format mini DTX, donc assez compact,
permettant de créer des configurations costauds dans un facteur d'encombrement réduit, nous avons de bonnes connectiques et de bonnes possibilités d'overclocking. En effet, vu que nous sommes sur le chipset AMD X570, nous pourrons placer des gros processeurs comme le 3900X que nous avons ici à 12 cœurs 24 threads, mais aussi par exemple le 3950X qui va arriver à la fin du mois, le 25 novembre, qui lui est doté de 16 cœurs et de 32 threads. Mais nous avons également la norme PCI Express 4 qui permettra des SSD très rapide, allant jusqu'à 5 Go par seconde, du Wi-Fi 6 802.11 AX permettant des débits théoriques allant jusqu'à 2,4 Gigabits par seconde, et de l'USB 3.2 permettant d'aller jusqu'à 10 Gigabits par seconde. Nous avons également la possibilité d'installer deux SSD au format M2 via la carte d'extension, et ces deux emplacements seront donc refroidis via un dissipateur thermique. C'est un bon point également. Quant au prix, j'en ai déjà parlé au début de cette vidéo, on peut la trouver à partir de 400 € sur la marketplace Amazon et à 440 € sur LDLC. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description. Bref, cette carte mère a d'excellentes capacités en overclocking, comme vous l'avez vu avec la vidéo de Wizerty qui passe un kit mémoire de 3600 MHz à 4800 MHz. Nous avons des températures VRM qui sont tout simplement ahurissantes, vu qu'elles n'excèdent même pas les 60 degrés. Bref, cette carte mère est un véritable petit bijou. La seule chose qu'on peut lui reprocher, et c'est assez relatif et assez représentatif de notre fainéantise toute relative, c'est le fait de devoir passer par une carte d'extension pour connecter des SSD au format M2. En effet, même sur d'autres cartes au format mini ITX, on peut reprendre la X570 e-gaming de chez Asus, il n'y a pas besoin d'une carte d'extension pour installer un SSD M2. Pareil chez MSI, où les slots peuvent se retrouver à l'arrière du PCB de la carte mère directement. Donc voilà, pour résumer les bons points, on a la capacité en overclocking, RAM et CPU, la compatibilité avec la technologie des CDIMM, le fait qu'elle soit toute petite, toute choupie, toute mignonne, et bien sûr le fait qu'elle ait le PCI Express 4, le Wi-Fi 6, tout ça avec le chipset AMD X570, et bien sûr les excellentes températures des VRM. Cette vidéo est maintenant terminée et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce test et bien plus encore sur notre site www.hardwarecooking.fr. Je vous mets le lien également dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. C'est très important pour nous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez également des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou n'importe quoi d'autre. J'essaierai d'y répondre, je suis vraiment harcelé de tous les côtés tout le temps, donc je fais de mon mieux vraiment. Mettez un petit pouce en l'air. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.